tir, Mario. Oh, OK. La précision de ce tir. Ayotte à Bilodeau. Bilodeau qui est seul devant le gardien. Il va un tir et le but! Gabriel Bilodeau! Mais quel arrêt de la part de côté Casabon. Le laver. La fin, le tir et le but! 3-20. De l'autre côté, oui, il est bon! Et voilà! L'assurance est champion! Bonsoir, mesdames et messieurs, bienvenue à la Source LNH, la balado officielle de la Ligue nord-américaine de hockey. Aujourd'hui, à l'émission, on reçoit Jérôme Gravel des Marquis de Jonquière. Dave, comment ça va? Ça va bien, toi? Oui, ça va bien. Et il ne reste plus qu'une semaine d'activité à la saison régulière dans la LNH. Donc, on est déjà rendu là. Oh yeah. C'est là qu'on va séparer les hommes des enfants là, dans moins d'une semaine, mais il y a quand même des courses là, qu'on va surveiller là, avec le dernier week-end. Il y a quand même courses pour les pointeurs, le classement, beaucoup de places toujours en jeu également, Dave. Ben oui, il n'y a rien de joué encore, sauf peut-être l'affrontement entre le Cool FM et le National de Québec là, pour la première ronde des séries, mais il n'y a rien de joué encore. Il reste 8 matchs. Toutes les équipes jouent 2 matchs en fin de semaine. Il y a des matchs du jeudi au dimanche. Fait que ça va quand même être assez rock'n'roll comme dernier week-end. Fait que ça va être bon là, pour en plus savoir là, ça va être quoi les différents affrontements. Comme j'ai dit, il y en a juste un de déterminé à date. Donc, ça peut encore bouger beaucoup. Donc, puis également, les courses des premiers pointeurs. On a une égalité au premier rang des pointeurs en ce moment. Il y a pas mal de joueurs aussi, là, pas trop loin derrière. Fait que ça va être à surveiller aussi. J'ai un petit graphique qu'on pourrait commencer par ça. Capable, oui. Si on regarde le classement des pointeurs, dans le calepin à 7, donc le top 5. Ça à la main. Oui, à la main. Mon écriture la plus belle. Donc, Maxime Saint-Cyr et Pierre-Maxime Poudrier, là, qui a connu un gros week-end. Les deux sont à 49 points. Anthony Verret est à 4 points derrière. Là. Je ne sais pas si on peut dire que c'est entre ces deux joueurs-là là, pour les pointeurs. C'est sûr qu'avec 2 matchs à jouer, 4 points de différence, ça prendrait un très gros week-end pour Anthony Verret pour les rejoindre. Fait que ouais, ça va peut-être être une course à 2. Faut dire là, que du côté de Pierre-Maxime Poudrier, là, on a mis les Sait-on jamais, là. Exact. Mais du côté de Pierre-Maxime Poudrier, là, on a vraiment mis les bouchées doubles depuis le début du mois de février. Donc, à nos 5 derniers matchs, là, on a récolté 15 points. Donc, une moyenne là, de 3 points par match pratiquement à nos 5 derniers matchs. 13 points, c'est ça. 13 points en 5 matchs. J'ai... Tu avais dit 15 points, je pense. 13, excusez-moi, 13. Mais 13 points en 5 matchs, c'est ce qui fait que, justement, là, on a rattrapé Maxime Saint-Cyr au premier rang des pointeurs. Maxime Saint-Cyr, lui, qui a 2 matchs pour marquer 2 buts. On en a parlé là, dans les dernières semaines, s'il veut être le premier joueur depuis Thomas Beauregard et Marco Charpentier en 2015-2016 à atteindre le plateau des 30 buts. Premier joueur à le faire dans une saison de 36 matchs. Lui qui est à 28 buts. Sinon, un autre beau plateau, le plateau du 20 buts aussi est toujours un plateau quand même assez, je dirais, important là, dans la Ligue nord-américaine. C'est quand même un plateau qui est le fun à voir, à obtenir. Donc, il y a 3 joueurs jusqu'à présent. Maxime Saint-Cyr, Maxime Lacroix qu'on voit, Émile Poirier aussi, qui a 21 buts, qui n'est pas dans le top 5 des pointeurs, mais qui est dans le top des buteurs. Donc, Pierre-Maxime Poudrier qui pourrait là, atteindre le 20 buts également. Des belles saisons là, de plusieurs joueurs à travers la Ligue. Mais oui, ça risque d'être un photo finish pour le titre de meilleur pointeur. Yes. Good. On pourrait peut-être y aller avec les 3 étoiles la semaine, parlant de Pierre-Maxime Poudrier, qui a connu un gros week-end.
Ouais, ben on en parlait là, avec 13 points ces 5 derniers matchs. C'est sûr qu'on a amassé beaucoup de points. Il y avait seulement un match pour l'Assurantia lors du dernier week-end et je pense qu'il a quand même fait sa marque, là, un tour du chapeau dans une victoire de 5-2 contre les 3L. Donc, Pierre-Maxime Poudrier qui est la première étoile de la semaine. La deuxième étoile, Marc-Antoine Gélina du National de Québec. 46 arrêts sur 48 tirs, donc a été bombardé vendredi à Sorel-Tracy et réalisé là, une belle performance pour aller chercher la victoire. En plus, le deuxième but qu'il a accordé, il l'a accordé avec seulement 13 secondes à faire au match, donc aurait pu avoir encore mieux comme performance. Et du côté de Marc-Antoine Gélina, c'est sûr qu'on ne veut pas spéculer, mais après la rencontre, c'est un match au Colisée-Cardin, évidemment, lui qui a passé 5 saisons à Sorel-Tracy. Tous les joueurs des Éperviers là, sont allés l'acclamer sur la patinoire. On l'a vu aussi, là, il y avait sa petite famille avec lui. C'était très, très touchant, très cute comme moment. Donc, ça laisse présager. Est-ce que c'était son dernier départ en carrière à Sorel-Tracy? Des fois, quand il y a des réactions comme ça se posait la question. Mais c'était quand même un beau moment là, de voir là, tous les joueurs des Éperviers là, aller voir Marc-Antoine Gélina, lui qui justement a passé tant d'années à Sorel. Peut-être une petite information d'insider, Dave. Ouais, ben je dis juste ça par rapport à ce que j'ai vu sur la glace. Là. Donc, c'est ça. Pas partie de fausses rumeurs, mais ça laissait présager que peut-être c'était son dernier départ au Colisée-Cardin, vu la réaction des joueurs après la rencontre. Et puis, la troisième étoile de la semaine, Émile Poirier des Pétroliers de Laval. Donc, Émile Poirier continue de connaître une saison du tonnerre, là, a atteint le plateau des 20 buts en marquant 2 buts et une passe vendredi soir. Donc, maintenant 21 buts et dont le but gagnant là, en prolongation. Quand même un super beau but. On est parti là, à toute vitesse, déborder le défenseur, revenir là, placer la rondelle entre les jambières du gardien en prolongation. Donc, Émile Poirier, là, qui est la troisième étoile de la semaine. Encore une fois, pour faire des petits liens là, entre nos nouvelles, Émile Poirier, en marquant ce but-là, eh bien, a donné la victoire aux Pétroliers, ce qui a également donné la 300e victoire en carrière à Pierre Pelletier, l'entraîneur-chef des Pétroliers. Donc, Pierre Pelletier, là, qui est le deuxième de l'histoire à atteindre le plateau des 300 victoires. Là. Bobby Barry le fait plus tôt cette saison. Donc, les deux qui sont encore tout près là, au nez à nez, ça va être de voir si les deux sont encore entraîneurs-chefs la saison prochaine. Si jamais c'est le cas, ben, pourront peut-être se livrer bataille pour le record là, tout au long de la saison. On se l'échanger. À chaque 2 semaines, à chaque 2 semaines, il y a des pauses de nouveaux records. C'est drôle, mais en tout cas, ben, c'est un beau plateau là, pour Pierre Pelletier qui, lui, est là depuis tant d'années avec les Chiefs de Laval, avec Sorel-Tracy, avec Saint-Jean. Maintenant, de retour avec Laval, le name it, Pierre Pelletier, là, qui fait longtemps qu'il est dans la Ligue nord-américaine et il fait longtemps qu'il connaît du succès là, dans la Ligue nord-américaine. Donc, voilà pour les nouvelles. Ben, sinon, la dernière nouvelle aussi qu'on pourrait mentionner, c'est le classement. Donc, le classement là, qui est toujours assez serré. Il n'y a rien de joué encore là, pour plusieurs équipes. Donc, il y a seulement les positions 1, 2 et 8 de statuer. Donc, premier Cool FM, deuxième Épervier de Sorel-Tracy, 8e National de Québec. Donc, le national qui va affronter le Cool FM. Sinon, là, Laval et Thetford à égalité au 3e rang avec 39 points. Rivière-du-Loup et Saint-Hyacinthe à égalité au 5e rang avec 36 points. Et Jonquière qui est 7e avec 32 points. Donc, par contre, Jonquière, si on gagne nos 2 matchs du week-end du côté de Jonquière et que Rivière-du-Loup et Saint-Hyacinthe perdent leurs 2 matchs du week-end, Jonquière aurait l'avantage puisqu'ils ont plus de victoires sur leur fiche. Donc, Rivière-du-Loup et Saint-Hyacinthe qui ont 16 victoires en ce moment. Jonquière qui en a 15 malgré le fait qu'ils sont 4 points derrière. Et si on les rejoint, on aurait 17 victoires du côté de Jonquière. Donc, il y a quand même façon pour Jonquière là, de ne pas terminer 7e. Donc, ça va être à suivre. Puis ça va tout déterminer. Là, ça va être quoi les différents affrontements là, pour les séries éliminatoires. Puis du côté de Rivière-du-Loup et Saint-Hyacinthe également, si on a un week-end parfait et que Laval et Thetford subissent la défaite en fin de semaine, mais on peut encore espérer là, avoir l'avantage de la patinoire. Donc, ça va être à suivre. Là, on va justement faire le petit recap là, des derniers matchs
du week-end là, à la fin du podcast là, pour voir qu'est-ce qui nous attend. Avant d'aller avec notre invité, on pourrait faire quelques salutations dans le chat. Jean-Paul Veilleux qui dit bonsoir vous deux. Bonne soirée. Jean-Michel Tremblay, des communications des Marquis qui est là ce soir pour Jérôme Gravel dit bonsoir. Stéphane Bailey, fidèle au poste, qui dit salut messieurs. Danny Charette qui dit salut les boys. Ça va, mais il y a une photo du Cool FM là, comme photo de profil. Habituellement, Danny, c'est un fan de l'assurance. Je ne sais pas si il a perdu un pari. Là. Je ne vois pas c'est qui le joueur. Je sais que son joueur aussi, c'est Dylan Labbé. Là. Donc, ouais, peut-être. Mais ouais, je pourrais te donner quelques explications pour qu'on comprenne ou les gens puissent comprendre. Peut-être pour mettre la table, les deux équipes jouent contre vendredi. Donc, Céline et Gilbert qui dit salut les gars et Jérôme Lévesque qui dit bonsoir messieurs. Yes, gorge d'eau. Et voilà. Sur ce, on y va avec notre invité de ce soir. Jérôme Gravel des Marquis de Jonquière. Bonsoir, comment ça va? Bonsoir messieurs, ça va bien vous? Oui, ça va bien, ça va bien. Jérôme, à ta deuxième saison avec les Marquis de Jonquière dans la LNAH, on est bientôt là, à la fin de la saison régulière. Si tu faisais, on ne peut pas faire un post-mortem quand la saison est finie, puis qu'il reste les séries éliminatoires, mais si tu peux nous parler peut-être de ta saison là, jusqu'ici. Oui, je pense que je vais y aller aussi globalement là, sur l'équipe, puis j'aurais tendance à dire que ma saison reflète un peu ça aussi, mais on a commencé l'année du bon pied, vraiment, là, on a eu un excellent départ au début de la saison. On s'est trouvé avoir une période creuse un peu là, alentour de la période des fêtes. Puis dernièrement, on a repris un peu du poil de la bête. Là. C'est sûr que ce week-end, 2 défaites, ça conclut moins bien là, que la lancée qu'on avait dernièrement, mettons. Mais on est super confiant là, à l'arrivée des séries. Puis je me sens là, de la même façon. Là. On a vécu beaucoup de choses cette saison. On a fait face à beaucoup d'adversités. Puis en ce moment, là, tout le monde est prêt à ce que les séries là, débutent. Puis il reste un petit week-end de hockey encore, là, mais la vraie saison commence bientôt. Parlant de la saison des Marquis, toi, là, cette année, c'est ta deuxième saison, mais tu as un rôle, là, disons, augmenté. Là, quand on regarde là, l'alignement de l'an dernier versus l'alignement de cette année, c'est rendu toi là, un des générales à la défensive. Veux pas, là, quand Mathieu Brisebois et Gabriel Verpass là, sont partis. On avait reçu Vincent Drolet plus tôt cette saison. On y avait posé un petit peu la même question, mais de ton côté, là, est-ce que c'est quelque chose est-ce que Bob Desjardins avait mis un peu la table avant le début de la saison pour dire, regarde, cette année, va falloir prendre un step-up parce qu'il y a quand même des grosses chaussures à enfiler là, pour justement là, devenir un des top défenseurs là, à Jonquière? Oui, exact. Ça avait été quand même ça avait été discuté au début de la saison. Là. Bob m'avait bien averti qu'effectivement, avec le départ de Brisebois et Verpass, il y avait des trous à combler en défensive. Puis ça a vraiment été, je dirais, un travail d'unité. Là. Les 6 gars qui sont là en ce moment, je dis 6, puis on peut même dire 7 et 8. Là. Souvent, il y en a d'autres qui rentrent dans le line-up là, avec les absences qu'on connaît dans la Ligue. Mais à tout événement, les 6 gars qui sont habillés soir après soir ont fait, je pense, là, un travail de groupe pour remplacer ces gars-là. Il n'y a personne qui se démarque, là, puis qui a vraiment, qui est devenu à tout coup le défenseur étoile des Marquis. Je pense que tout le monde fait un boulot très, très honnête, puis ça nous permet justement là, de bien combler ces 2 départs-là. On appelle ça peut-être une garde défensive par comité. C'est ça qu'on dit. Bon terme, effectivement, je pense qu'on peut nous appeler comme ça. Ouais. Oui. Sinon, vas-y. J'allais dire, tu as quand même mis la barre haute l'année dernière en étant recrue défensive par excellence de la Ligue. Oui, c'est sûr, mais c'est tellement quelque chose à laquelle je ne m'attendais pas. Dans tous les cas, je ne savais pas que ce trophée-là existait. C'est sûr que je n'aurais pas pu deviner que ça allait m'être attribué. Mais non, sincèrement, j'ai eu une bonne saison l'an passé. J'étais vraiment, vraiment satisfait de ce que j'ai offert comme service aux Marquis.
D'être nominé pour ce trophée-là, c'était une très, très grande surprise. Puis de gagner ce trophée-là encore plus parce que j'étais nominé là, avec Tristan Pomerleau puis Pelletier, là, qui sont tous les deux à Rivière-du-Loup présentement. Puis ce sont d'excellents défenseurs. Puis on regarde cette année encore, ils rendent de très, très honorables services à Rivière-du-Loup. Fait que de gagner ce trophée-là l'an dernier, j'étais très satisfait, mais je m'y attendais pas, ça c'est sûr. Puis parlant je voulais aussi parler de finir un petit peu le topo des défenseurs avec les marqués. Il y en a une recrue cette saison qui est arrivée avec vous près de la date limite des transactions, là, puis qui est un petit peu cordé avec votre bonne séquence là, qui s'est amorcée. C'est le défenseur Samuel de Groseilliers qui peut-être comblait un besoin, là, un défenseur droitier capable d'amasser des points et peut être responsable aussi. Parle-nous donc là, de l'arrivée de ce défenseur-là qui semble vraisemblablement avoir donné là, un bon coup de main là, au marquis jusqu'à présent. Oui, je pense que tu as totalement raison. Il a fait là, une grosse différence dès son arrivée avec nous. C'est sûr que d'ajouter un défenseur droitier dans notre alignement, là, avant son arrivée, on n'en comptait qu'un. Il y avait seulement Vincent Mignot qui était droitier. Raph Maheu joue toujours à droite parce qu'il souhaite jouer à droite, ce qui, encore à ce jour, je la comprends pas. Mais Raph joue à droite, ça fait bien mon affaire, fait que je joue à gauche. Puis c'est ça. Fait qu'avant l'arrivée des Groseilliers, il y avait un autre défenseur qui se trouvait à jouer à droite. Fait que là, j'ai l'impression que ça met tout le monde dans la bonne chaise. Là. Tout le monde joue où est-ce qu'ils sont habitués de jouer. On joue, là, à l'exception de Raph Maheu, c'est un gaucher à gauche, un droitier à droite, ce qui est beaucoup plus commun. Puis c'est un excellent défenseur, il bouge bien la rondelle, il est rapide, il est jeune, il est en forme. Ça vient, là, c'est tout un ajout pour nous. Puis effectivement, ça coïncide avec notre belle période. Puis ça en dit beaucoup là, sur son impact avec les marquis. Du côté des marquis, là, on entend toujours que c'est très important, les joueurs locaux. T'es un joueur locaux. Tu as été également, si on repart du début, tu n'as pas joué pour les Saguenayens de Chicoutimi, mais tu as été avec les élites de Jonquière. Tu as été capitaine aussi avec les élites de Jonquière. Là, maintenant, avec les marquis, quand même, d'avoir la foule de Jonquière derrière nous, c'est un gros plus. Là. Ah, vraiment. C'est particulier de jouer pour les marquis aussi. Je dirais que c'est toujours particulier de jouer dans la région quand tu viens de la région. Mais les marquis, on est rendu à un point dans notre vie où est-ce que on joue au hockey parce qu'on aime vraiment ça. T'sais, on n'est pas obligé de jouer au hockey rendu à notre âge. On a toutes nos occupations dans la vie. Puis de jouer à ce niveau-là, à l'âge qu'on a, devant nos partisans, mais c'est aussi devant famille et amis. Pour moi, la vie est beaucoup plus simple de jouer à Jonquière. Là. Je veux dire, à 1 heure de Jonquière, sur vendredi, par exemple, je travaille jusqu'à 4h30, 5h. Je mange mon petit lunch, je m'en vais jouer au hockey. C'est à côté. Je vais avoir ma blonde dans les estrades. Mes parents sont là. J'ai des amis à tous les soirs. J'ai de mes bons amis qui suivent là, de très près la Ligue. Je pense à François Castonguay. Je ne sais pas s'il écoute François, mais un ami de la maison qui suit là, de très près les marquis. Ça me permet d'échanger avec ces chums-là d'une façon quotidienne. Tandis qu'avoir joué, par exemple, si je dois à Sorel demain matin, les gars n'ont pas nécessairement ce sentiment d'attachement-là avec cette équipe-là. Donc, non, c'est vraiment, je suis très, très chanceux de le faire. Puis, content que la santé est là puis que ça fait du sens dans ma vie. Je suis très, très, très content de jouer avec les marquis. Moi, je ne sais pas si tu avais d'autres questions, Dave, avant qu'on parle peut-être du parcours. Oui, j'en ai d'autres, mais ça va venir avec le parcours. Je pense qu'on peut faire un petit tour d'horizon là, de la carrière à Jérôme. Puis oui, j'ai quelques autres questions, mais ça va fitter là, au fur et à mesure. Donc, Jérôme, je l'ai dit, tu as joué pour les élites de Jonquière, mais par la suite, tu as été repêché à Acadie Bathurst et tu as joué, je crois, 26 parties là-bas. Quand même, Jonquière, Bathurst, tu n'étais pas trop dépaysé là-bas? Ben, je dirais dépaysé au point de vue géographique, oui, parce que c'est un bon 8 heures de la maison. La chose étant, c'est que nous, avec les élites, les gars qui viennent du Lac-Saint-Jean, on est en pension. Fait que, à partir de 15 ans, j'étais déjà en pension, là, mes 2 années midget 3A. Fait qu'il n'y a pas eu ce gros... Souvent, les gars vont aller en pension junior pour la première fois de leur vie, puis c'est là qu'il va y avoir un certain dépaysement.
Moi, de mon côté, là, ça avait déjà été fait, cette transition-là, mais c'est sûr que être en pension à 45 minutes, 1 heure de chez nous, puis être en pension à 8-9 heures de chez nous, c'est un autre paire de manches, là. Disons qu'on voit nos proches un peu moins souvent. Puis l'autre, je dirais l'autre désavantage, là, le mot est fort, mais c'est qu'on joue dans la division des Maritimes. Fait que non seulement je ne vois pas mes proches souvent, mais on joue que très, très rarement là, au Québec. Fait que même les occasions de les voir après les matchs, même si c'est très rapide comme moment avec eux, là, j'en avais que très peu, là, considérant que je jouais dans les Maritimes. Mais non, ça a été une période, ça a été court quand même, là, mon laps de temps à Bathurst, mais ça a été là, une belle période. Puis maintenant, de savoir que l'équipe va déménager, ça te fait-tu quelque chose? Ou Non, ben avec du recul, mon sentiment d'attachement est vraiment à Victoriaville. Là, dans LHJMQ, c'est là que j'ai passé mes 3 dernières années, mes plus belles années. C'est là que je me suis vraiment établi également comme joueur dans cette ligue-là. J'ai eu du succès quand même à Victoriaville. Puis, c'est triste pour le marché de Bathurst parce que je pense que c'est une ville qui est capable de recevoir là, du hockey de junior majeur. Mais j'ai entendu de très bons mots je pensais à Jean-Simon Allard qui joue avec nous, avec les Marquis, mais qui a joué par le passé avec les Fog Devils de Saint John. Puis quand on a appris la nouvelle que Bathurst déménageait là-bas, là, Jean-Simon avait que des bons mots pour cette ville-là. Puis il paraît que c'est vraiment un endroit qu'il faut aller là, une fois dans notre vie. Donc tant mieux pour les joueurs qui vont avoir la chance d'y aller. Tu as été changé au Voltigeur avant d'aller avec les Tigres, puis après tu étais allé avec les Tigres. Tu as quand même connu la rivalité Voltigeur-Tigre des deux côtés. Oui, exact. J'ai appris à détester les Tigres pour ensuite apprendre à détester les Voltigeurs, ce qui est quand même particulier. Mais non, c'est ça. Mon passage, là, comme tu l'as dit, il était assez court avec Drummond. Donc, tu sais, encore là, mon sentiment d'appartenance, avec du recul, c'est difficile de dire que je déteste pas les Voltigeurs. C'est une organisation dans laquelle j'ai évolué, puis j'ai apprécié mon temps à Drummond, c'est certain, mais c'est sûr que en tant que Tigre de Victoriaville, je vais toujours prendre pour les Tigres dans un match contre les Voltigeurs. Mais j'ai une petite photo, par exemple, Jérôme, pour te rappeler des souvenirs. Je ne sais pas si je pense que c'est en 2018. Classique hivernal à Drummondville. Donc, prends la pause avec sûrement un de tes anciens coéquipiers. Oui, c'était vraiment un beau moment, ça. Encore à ce jour, là, je me considère chanceux d'avoir pu vivre ça junior, puis en plus, c'était avec la rivalité qu'on connaît. Puis, je prends la pause avec un de mes grands chums, Olivier Rodrigue, qui goal maintenant là, professionnel. C'est un petit gars de par ici, je le surnomme affectueusement Chichi, là. Mais Chichi, c'était mon gardien de but quand il avait 15 ans. Donc, j'ai 1 an de plus que lui. Fait que j'étais son capitaine au Jet 3A. Puis, j'ai bien montré parce que là, il est rendu pro. Fait que, pour moi, il est correct. Bon, salut Olivier, s'il nous écoute. J'étais là à cette classique hivernale-là. C'était quand même cool avec le fan jam. Puis votre partie, justement, on le voyait sur la photo, mais il y avait quand même une grosse neige. Oui, c'était particulier. Puis la photo là, rend quand même justice à la situation. Là. Il neigeait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis, le soir, avec les lumières aussi, là, on le voit quand on conduit en pleine nuit, puis il neige, là, ce que ça fait, mais on voyait quasi rien à l'occasion. Puis les pauses pour pelleter sur la glace et tout, c'était vraiment un super bon moment. Il ne faisait pas si froid que ça non plus. Fait que c'était vraiment des très, très belles conditions pour faire un match extérieur. Mes parents étaient là. C'était vraiment un beau moment pour tout le monde. Il y a peut-être une petite parenthèse comme ça. J'avais regardé la partie en haut sur la galerie de presse. Puis à côté de moi, il y avait justement le descripteur des Tigres. C'est Pascal, son nom? Pascal Lévesque, oui. Lévesque, exact. Puis ça m'avait tellement impressionné parce qu'on s'entend, c'était quand même un stade assez loin. Puis on était assez haut, assez loin. Puis, tu avais RDS qui était à côté, qui diffusait les parties également là, à la télévision. Je pense que
Stéphane Leroux, peut-être Gaston Terrien qui était là, puis tu as Pascal Lévesque qui était à côté de moi. Il n'y avait pas de papier dans les mains, rien. Il voyait les joueurs. Il connaissait les joueurs à la distance qui étaient. Puis j'avais été y parler pour dire que j'étais impressionné parce que tellement loin, mais il disait que juste à voir comment les joueurs bougeaient, ils savaient c'était qui, avec la neige qu'il y avait. Puis, ouais, il est vraiment excellent. Ce que tu me dis là, ça ne me surprend pas. Là. Pascal fait ça depuis plusieurs années. Puis non, il est très, 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 très bon dans ce qu'il fait. Fait que c'est fort possible qu'il n'avait pas besoin de grand-chose pour reconnaître les gars. Ah, François Castonguay qui dit présent, mon ami Jérôme, en passant. Bon, bonne nouvelle. Salut Frank. Est-ce que tu as eu des offres ou peut-être à des camps là, de développement, ces choses-là, quand tu étais avec les Tigres? Oui, bien, c'est comme tu l'as probablement constaté là, en regardant mes statistiques à ce niveau-là, mais ma grosse saison, où est-ce que ça a vraiment bien été, junior, c'est ma dernière saison à 20 ans. Puis la mauvaise nouvelle avec ça, c'est que ça coïncide avec l'année COVID. Donc, ça avait commencé à se discuter, effectivement. Là, je commençais à avoir, j'avais eu des offres pour évoluer pro. Puis la possibilité d'avoir même un camp là, dans la Ligue nationale, c'était une possibilité sur la table à ce moment-là. Puis, comme de fait, là, la saison a été annulée, puis tout ce qui s'en est suivi. Là. Donc, non, ça n'a pas été possible pour cette raison-là, mais somme toute, là, mon année 20 ans, c'est. Encore à ce jour, je ne comprends pas comment ça s'est passé, là, mais ça a super bien été, puis j'ai eu certaines offres par la suite. Et c'était quoi ton plan à partir de là? Je sais que c'était un peu compliqué, un peu, je pense, les contrats, puis tout ça, des joueurs qui allaient jouer, il y avait moins de place là, pour justement les joueurs de 20 ans, un peu comme toi. Mais dans ta tête, c'était quoi? T'avais-tu un plan? Tu voulais-tu continuer le hockey? Tu avais déjà des études amorcées, tu voulais te concentrer là-dessus? C'était quoi ton thinking à ce moment-là? Oui, en fait, ça n'a pas bouleversé mes plans tant que ça, mis à part le fait que je n'ai pas pu profiter d'une expérience professionnelle. Mais somme toute, l'expérience professionnelle aurait été de très courte durée. Là. Je serais allé dans un camp si j'avais eu des choses comme ça. J'ai profité un peu de l'effervescence de mon année 20 ans junior pour un peu m'attirer des offres ici et là. Mais j'avais déjà effectivement des études d'entamées. J'ai terminé mon cégep, mon année de 19 ans à Victo. Donc, mon année 20 ans, je prenais des cours à distance. Puis le plan était clair quand même depuis un certain temps que je voulais m'en aller en droit. Les possibilités d'étudier en droit et de jouer au hockey sont pas nombreuses. Là. Donc, sur le circuit universitaire canadien, il y avait l'Université d'Ottawa et l'Université de McGill qui pouvaient m'offrir cette opportunité-là. Puis, très, très tôt, là, quand même, là, je dirais dans le mois de janvier, mois de février, là, ça s'est conclu avec l'Université d'Ottawa comme quoi que j'irais là l'année d'après. J'aurais quand même souhaité avoir un camp pro là, durant l'été, là, juste pour avoir cette expérience-là de plus dans mon bagage. Mais ça n'a pas bouleversé mes plans à long terme, là, parce que ça faisait longtemps là, que je souhaitais jouer là, sur le circuit universitaire canadien puis poursuivre mes études. Puis les études en droit, ça venait de où? On a reçu il y a quelques semaines Carmen Anthony Pagliarulo qui lui finit son droit, là, mais je te pose un peu la même question. Là. Est-ce que tu écoutes Indéfendable, des séries comme Suit ou Oui, à l'époque, Indéfendable n'existait pas. Donc, je dirais, j'ai toujours eu, mettons, un certain intérêt pour le milieu des affaires, le droit. Ça n'a jamais été le domaine de la santé. Je savais que j'allais faire des études universitaires, puis il y a moyen de le diviser en plusieurs branches, là, mais somme toute, on peut quand même passer aux sciences sociales, là, le côté administration, droit et tout, puis le niveau de la santé. Je savais que le domaine de la santé, c'était pas fait pour moi du tout. Donc, reste là, le côté plus administratif, finance, droit, marketing, des choses comme ça. Puis, le bac en droit ouvre beaucoup, beaucoup d'opportunités quand même. Là. Donc, le choix s'est arrêté sur ce bac-là. Puis, j'ai effectivement écouté Suits, que j'ai une série que j'ai adorée. Puis, est-ce que
est-ce que ça a été l'élément déclencheur? Je pourrais pas te dire, là, mais non, sans doute, j'ai l'intérêt du droit, ça fait quand même longtemps, là, je dirais, fin de mon secondaire. Avant même d'arriver au cégep, je savais là, que c'est vers ça que je m'alignais. Puis, bonne nouvelle, parce que honnêtement, avec du recul, c'est pas une décision qui est super facile de déterminer là, le programme universitaire dans lequel tu vas aller étudier. Puis pour moi, ça a toujours été d'une évidence là, assez claire. Donc, j'ai été chanceux à ce niveau-là. C'est quoi exactement que tu fais? C'est du droit des affaires ou... Notamment, mais je dirais le droit civil en général. Là. Ouais, droit civil, litige civil commercial, le côté, mettons, droit corporatif. Puis on fait, ici au bureau, là, on fait quand même beaucoup de droit du transport, là, étonnamment. C'est quand même niché comme pratique. Là. C'est quoi ça, du droit du transport? Du droit du transport, je dirais, c'est tout ce qui découle de la commission des transports là, au Québec. Là, on a ce qui est un tribunal administratif. Là, ce n'est pas nécessairement un tribunal de droit commun, là, mais c'est un tribunal administratif qui s'occupe juste du transport. Donc, les vannes, les autobus, les camionneurs en vrac, c'est un domaine que je touche beaucoup également, là, mais ça se résume pas mal à ça. Moi, ce que je voudrais savoir, c'est en tant qu'avocat, comment est-ce qu'on fait au hockey pour plaider sa cause aux arbitres quand vient le cas? Il n'y a pas de secret, ça fonctionne jamais. faut savoir que je ne sais pas si les arbitres veulent rien entendre, là, mais ça fait longtemps que j'ai abandonné la cause de plaider mon dossier aux arbitres. Je leur parle des règlements des fois comme si je le connaissais, mais ils savent beaucoup plus que moi ce qu'ils font. Fait que c'est pas. Non, je me suis essayé une couple de fois, là, mais c'est pas trop long qu'on se servirait de bord. C'est pas facile de se représenter soi-même face à un arbitre. Oh, exact. On est toujours mieux représenté par avocat, puis en tant que joueur de hockey, ça me prendrait le mien aussi pour parler avec les arbitres. Donc, tu as eu ta licence de droit civil de l'Université d'Ottawa en 2023 et puis tu as fait ton barreau en février 2024. Donc, quand même, c'est tout récent, on peut dire. Mais tu travailles dans la région de... Puis, je suis à Roberval. Donc, moi, mettons, je viens originalement de Chambord. Chambord, petit village à une quinzaine de minutes là, de Roberval. Donc, Roberval, somme toute, c'est mon milieu. Là. Ma blonde vient d'ici, on a notre maison ici, là, on s'est établi à Roberval. Ça se trouve à 1 heure de Jonquière, là, donc ça se fait très bien pour le hockey aussi. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Mais c'est ça. Je pratique à Roberval, notre milieu est ici, nos amis, notre famille est ici. Donc, la vie est belle, la vie d'adulte là, qui est commencée depuis quelques mois. C'est quand même un domaine très large, là, mais il y a beaucoup d'avocats qui ont également été agents de joueurs. C'est quelque chose qui t'intéresse peut-être? Ouais, ben c'est pas. J'exclus rien dans la vie, là, je dirais. Non pour l'instant, mais c'est jamais un non pour toujours, là, ça c'est sûr. Puis le problème, je dirais, avec la vie d'agent, par exemple, c'est que tu dois passer généralement tes fins de semaine dans les arénas, là. Au début, à tout événement, là, au moins, tu dois aller voir les jeunes puis regarder des games Jet 3. Puis, je suis pas certain que dans quelques années, lorsque j'aurai des jeunes enfants, je vais passer mes fins de semaine dans les arénas Jet 3, junior majeur et compagnie. Je risque de m'occuper des miens plutôt que ceux des autres. Mais encore là, ma réponse est temporaire. Il y a bien des choses qui peuvent changer d'ici là. Donc, puis, pas fermé. non, on n'est jamais fermé à rien. Justement, là, vu que tu es avocat, il y a un de tes coéquipiers, là, Raphaël Maheu, qui me dit là, de te demander là, pour être certain, pour qu'on se fasse savoir que c'était quoi ton taux horaire pour le podcast ce soir. C'est sûr que c'est Raph Maheu qui t'a dit ça. Ça arrive à toutes les fins de semaine. C'est bon. Si on parle de ta venue chez Marquis de Jonquière, est-ce que tu avais été contacté quelques fois durant ton séjour à l'université? Comment que ça s'est passé, l'approche, là? J'imagine que Bob Desjardins avait fait ses devoirs, savait que tu venais de la région. Oui, exact. Je ne me rappelle plus exactement qui m'a contacté en premier. Là. Je sais que les Marquis, souvent, c'est soit Bob ou il y a Alexandre Villeneuve également qui travaille là, comme recruteur et qui contacte souvent des joueurs. Mais ça a toujours été clair pour moi que si j'avais à évoluer quelque part dans la Ligue nord-américaine, ça allait être à Jonquière.
Puis la transition se faisait bien aussi, là. Donc, mes 3 années universitaires à Ottawa, je me consacrais à ça, là, mais par la suite, ça a bien tombé parce que j'ai fait mon barreau à Québec. Puis pendant le barreau, nécessairement, tu es 6 mois de temps à l'école minimalement. Puis, tu n'appartiens pas à une université quelconque. L'école du barreau, c'est une école indépendante en soi. Donc, je suis à Québec, je vais à l'école tous les jours, puis j'aime encore jouer au hockey. Donc, quelles sont mes options à ce moment-là? Je peux jouer dans une ligue de garage le dimanche soir, mais je peux aussi jouer dans une ligue compétitive puis appartenir à Jonquière. Donc, à ce moment-là, j'appartenais déjà à Jonquière. Il était bien avisé que mon université achevait, puis que j'allais avoir le temps pour ça par la suite. Donc, ils m'ont repêché, là, j'aurais pas l'année exacte, là, mais j'appartenais au Marquis, puis ça s'est fait naturellement. La bonne chose également, c'est que Tristan Bérubé, qui est un de mes très, très bons amis, puis on était là, coloc à l'université, Tristan était déjà à Jonquière avant mon arrivée. Fait que, il a bien vendu la salade des Marquis, là, Tristan, pour avoir une cote sur mon arrivée si ça se fait. Mais non, ça s'est fait naturellement comme transition, puis je suis bien content d'y être. Fait que Tristan, il y a une cote sur ton salaire en ce moment là, chez Marquis. C'est mon agent. OK. Puis, justement, là, tu étais déjà bon ami avec Tristan Bérubé. Tu m'as dit aussi là, que tu t'es développé aussi une belle amitié avec Raphaël Maheu des Marquis. Comment est-ce que ça va, justement, la chambre? Là? Il y a quand même eu beaucoup de changements cette année, mais je pense que, justement, quand on parle de nouveaux noyaux à Jonquière, toi, Raphaël Maheu, Tristan Bérubé, c'est pas mal là, des gros morceaux là, de ce nouveau noyau-là. Donc, comment est-ce que ça se passe là, du côté de Jonquière? Parce que ça s'est quand même beaucoup rajeuni. Comment est-ce que c'est dans la chambre là, cette saison? On a une très, très bonne chambre, honnêtement. Puis c'est une des raisons pour laquelle, à l'arrivée des playoffs, là, tout le monde est super confiant. Je pense que ça va être pour beaucoup dans notre succès. La chambre, effectivement, est jeune. Puis il n'y a pas de grosse tête. Il n'y a pas personne qui est là puis qui prend de la place ou qui est dérangeant ou qui est pas fin avec les autres. Là, je pense que tout le monde est fondamentalement très gentil au sein de la chambre. Fait que ça donne une bonne chance là, de ce côté-là. L'esprit d'équipe est super bon. Il y a plusieurs gars de la région. Fait qu'il y a des gars qui se connaissaient avant. Les gars de Montréal aussi, là, il y a des gars qui ont joué ensemble par le passé. Donc, il y a toujours, il n'y a pas de petite clique non plus. Il n'y a pas les gars de Montréal puis les gars d'ailleurs. Les gars de la région puis les gars de Québec. C'est vraiment, tout le monde est ensemble là-dedans. Ça va super bien. Tout le monde a hâte de se voir le vendredi soir quand ça commence, là, nos petits week-ends de hockey. Puis ça va super bien. J'ai pas un mot à dire là, au niveau de notre chambre cette année. Tu disais que tu es environ à 1 heure de route de l'aréna, mais est-ce que tu covoitures ou tu vas de tes propres moyens? Pour les matchs à domicile, généralement, je prends mon auto. Là, c'est pas mal moi le plus loin. Il y a Phil Paradis qui est un peu plus au nord que moi encore. Mais Phil Paradis passe par l'autre côté du lac généralement. Fait que c'est même pas possible de covoiturer ensemble. Là. Ça peut sembler assez figuré pour vous, là, mais c'est plus rapide pour lui de passer par l'autre côté. Moi, je passe par ce côté-ci du lac, puis je passe pas nécessairement là, sur la route de personne. Donc, je prends mon véhicule pour aller au match à domicile. Mais pour ce qui est des matchs sur la route, Christian Ouellette et moi, on brave le petit parc ensemble. Là, plutôt qu'aller prendre l'autobus à Jonquière, on va y rejoindre les gars, je dirais, mettons, à mi-chemin entre Québec et le Saguenay. Là. Nous, on prend un chemin différent. Ça nous fait sauver quand même un peu de temps. Ça nous fait arriver surtout plus tôt au retour. Là. Mais Tristan, c'est Christian qui se trouve être mon fidèle partenaire de covoiturage. Peut-être pas des histoires de vanettes, mais peut-être des petites anecdotes de voyagement ou comment que ça se passe là, une vanette ou un voyagement des Marquis? Ça se passe super bien, mais non, le petit parc, quand j'ai utilisé le terme tantôt, braver le petit parc, c'est quand même le cas souvent, là, pas plus tard que le week-end dernier, on est descendu là, après notre game à Québec, Christian et moi, puis il faisait particulièrement pas beau ce samedi, puis on descend à 30, 40, 50 km à l'heure, des fois la raide est longue. Mais non, ça fait partie des enjeux qu'on a à vivre. Puis sinon, dans l'autobus, on a plusieurs grands joueurs de cartes, je dirais. Là, En montant au game, on a beaucoup de grands dormeurs, mais au retour à Jonquière, ça joue beaucoup aux cartes. C'est super le fun. On a des belles rides de boss. Puis
on a de la compétition en arrière à Tabaca. C'est des joueurs de poker, c'est quoi les jeux que vous jouez? On joue au Schnarps. C'est un jeu que je connaissais pas avant de jouer dans la Ligue nord-américaine. Supposément que c'est un jeu que les gars jouent dans NHL. Fait que c'est vraiment le jeu qui est le plus populaire dans notre autobus. Puis c'est ça. Il y a une couple de joueurs qui manquent pas beaucoup de matchs. Ça joue ça à l'argent ou Je sais pas si j'ai le droit de dire ça sur votre podcast en plein mardi soir, mais L'argent Monopoly. Oui, il y a des petits paris à l'interne dans cet autobus-là en décembre. C'est bon, ça. Il faudrait que tu en parles à ton avocat avant de répondre. Là. Absolument. Non, il y a une couple de gars qui sont bons joueurs, il faudrait qu'ils mettent ça sur leur rapport d'impôt. C'est plus ça. Ben, il y en a qui pourraient rentrer ça dans les pertes aussi. Ça pourrait. À date, malheureusement, je fais partie de ceux-là, moi. pourrait aider un peu. Mais sinon, dans votre chambre aussi, il y a un joueur que je voulais mentionner, que c'est quand même impressionnant ce qu'il fait cette saison. C'est Alexandre Tremblay qui a été blessé, mais depuis son retour, c'est l'Alexandre Tremblay des beaux jours. Comment est-ce que c'est de voir un gars de 45 ans marquer un tour du chapeau? Ça doit quand même être impressionnant, j'imagine. Oui, il est surprenant, Alex, avec son demi-clapper, là, son lancer spécialité, là, c'en est un que j'ai jamais vu avant. Mais ça marche, c'est ça la bonne nouvelle. Puis au-delà de ce qu'il fait sur la glace, c'est toute une addition pour nous, honnêtement. Vous ne pouvez pas comprendre à quel point ce gars-là, c'est un excellent leader pour les Marquis. Il est ultra, ultra respecté dans ce chambre-là. Ça arrive souvent là, qu'il prend la parole puis qu'il remet les choses aux bonnes places. C'est un modèle là, pour tout le monde. Puis, on est vraiment chanceux de le côtoyer et de l'avoir avec nous. Puis ça fait du bien de l'avoir sur la glace. On le voyait à l'occasion quand même s'il était blessé, mais de l'avoir dans le line-up tous les soirs, c'est vraiment une chance pour nous. Mais au-delà de tout ça, ce qu'il amène dans la chambre, là, c'est très important. Il y a des petites questions dans le chat là, qui étaient à propos du même coéquipier, mais Danny Charette qui demandait c'est comment jouer avec Maxime Saint-Cyr. Il y a Alexandre Arsenault qui dit comment Saint-Cyr a trouvé son retour à Québec. Donc, si tu peux nous parler peut-être de la nouvelle acquisition, l'acquisition, la récente acquisition là, des Marquis Maxime Saint-Cyr. Ouais, c'est encore là, ça revient à ce que je disais pour Alexandre, là, mais c'est toute une acquisition pour nous. C'était quand même, là, quand ce trade-là est sorti, tout le monde est un peu tombé de sa chaise. Là. C'est le trade de l'année dans ce ligue-là, puis c'est probablement le trade de plusieurs années. Là. Il y avait plusieurs joueurs impliqués et tout. Puis on parle quand même, là, j'ai pas de misère à croire que Max Saint-Cyr, c'est le meilleur joueur de ce ligue-là. Il a 28 goals cette année, c'est pas pour rien. Puis depuis qu'il est arrivé à Jonquière, je pense qu'il a trouvé son aise aussi. Le trio qu'il forme avec Blackburn et Rattel, c'est trois petits poisons. Là. Je suis content de les avoir dans mon équipe. Mais non, c'est vraiment, pour nous, ça a fait une grosse différence de l'avoir dans le line-up. On est dangereux. Là. Toutes les fois qu'il est sur la glace, même moi, je me trouve chanceux parfois d'être sur la glace avec lui. Des fois, je me ramasse une deuxième passe. Envoie la puck en avant, puis il trouve quelque chose à faire, les gars, ensemble. Fait que c'est vraiment une grosse question pour nous. Puis à l'arrivée des séries, là, ça nous donne confiance également pour la suite. Ça me fait penser un peu à une anecdote là, du Canadien de Montréal. Je pense que c'est Serge Savard qui disait que sur la glace, il demandait à Guy Lafleur, donne-moi la puck, je vais te la redonner juste pour pouvoir avoir la passe de charité sur le but à Lafleur. On pourrait dire un peu la même chose pour Maxime Saint-Cyr. C'est exactement comment je me sens quand j'embarque sur la glace avec ces trois-là. Fait juste l'envoyer quelque part en avant, il y en a un qui va être touché puis il risque de scorer pas longtemps après. C'est bon, ça. C'est simple, le hockey, dans ce temps-là. Sinon, parlant là, des coéquipiers, on a passé là, sur ton passage avec Victoriaville à la GMQ, Caddy Batters, Drummondville et tout. Mais Tristan Bérubé m'a dit que, puis j'ai pas réussi à le trouver malheureusement, mais que tu avais écrit un post pour la GMQ là, il y a quelques temps qui s'était ramassé une centaine de milliers de
likes sur Twitter. J'ai malheureusement pas réussi à le retrouver, mais parle-nous donc un petit peu de ce post-là, qu'est-ce qui avait mené à ça, puis de comment a été ta réaction quand tu as vu que c'était devenu viral, là, dans le fond, comme post, pratiquement. Ouais, ben c'était quelque chose d'imprévu, encore une fois, là. Comme vous avez pu le constater probablement, je suis pas très actif sur les réseaux sociaux, là. Mes posts, mes interventions sont généralement très limitées. Mais ça fait quand même quelques années de cela. Mais non, ça commençait à avoir un peu de soulèvement contre la LHJMQ. Il y avait comme 3-4 affaires qui avaient sorti en même temps. Puis il y avait plusieurs gens de l'extérieur qui avaient, tu sais, des gens qui n'ont pas nécessairement joué dans cette ligue-là ou qui ne sont pas en contact là, régulier avec la ligue, qui se permettaient un peu de donner leur opinion sur tout ce qui se passait. Puis les commentaires étaient très négatifs envers la ligue. Moi, mon expérience dans la ligue, c'est que positif. Là, j'en ressors un homme changé, là, littéralement. Là, ça m'a appris beaucoup de choses. Je suis devenu un homme aussi là, en passant par le junior majeur. Je trouvais que c'était un bon moment de un peu recadrer le débat, de donner ma position parce que bon, il y avait pas beaucoup de commentaires positifs. Il y avait pas beaucoup d'anciens joueurs là, qui s'étaient élevés à ce moment-là. Puis je me rappelle, là, j'avais probablement mangé du courage pour souper ce soir-là. Là. Mais juste avant de continuer, c'était-tu à propos d'événements malheureux qui se sont produits? Est-ce que c'était par rapport à les joueurs qui voulaient être payés? Il y a quand même plusieurs dossiers. Oui, mais non, c'était avant ça. C'était peut-être là autour de la situation des initiations. Là. Je pourrais pas dire exactement, là, mais c'était dans ce coin-là plus que le recours collectif des joueurs qui souhaitent être payés. Là. Mais non, c'est ça. À ce moment-là, j'ai décidé ce soir-là que j'allais écrire un petit quelque chose puis que j'allais montrer ma position à tout le monde. Puis suite à ça, effectivement, s'il y a bien quelque chose que je ne m'attendais pas, c'est du haut de mes je ne sais combien d'abonnés sur Twitter. Là, à l'époque, je devais avoir 50 abonnés sur Twitter. J'ai envoyé ça dans l'univers, puis effectivement, ça s'est rendu à, mettons, une centaine de milliers de vues quand même. Puis il y a eu plusieurs commentaires positifs. J'avais eu là quelques entrevues suite à ça, mais c'était vraiment pas initialement. Puis, tu sais, c'était juste un message dans l'univers. Voici, je partage ma position, moi, comment je me suis senti par rapport à tout ça. Puis, ça a eu un effet positif, puis tant mieux. Là. Effet positif aussi sur tes abonnés Twitter. Tu as passé de 50 à 25 000. Ouais, je sais pas, mais ils vont être déçus parce qu'ils n'ont pas eu grand-chose par la suite. C'est bon, ça. David, je ne sais pas si tu avais d'autres questions. J'avais des petites photos là, en ayant scruté les réseaux sociaux, parlant des réseaux sociaux pour faire la liaison. Quand même assez clean. J'ai regardé Facebook. C'est les photos que tu as jouées dans les équipes juniors, une petite photo avec l'Université d'Ottawa. J'ai regardé Instagram, il y a un petit peu plus de choses. J'ai essayé de faire avec ce qu'il y avait. Mais il va falloir que tu me donnes des explications à propos de ça. J'ai deux photos qui sont un peu dans le même registre. Mais photo ici, la chemise, quand même audacieux comme choix vestimentaire. Je ne sais pas si on pourrait dire peut-être un faux pas de Jean Héroldi ou... J'ai déjà été jeune et fringant. Je pense que c'est ma meilleure réponse. Là, je suis rendu un adulte et je suis sobre dans mon habillement. Mais à l'époque, j'ai déjà été coloré, puis je pense que cette chemise-là en témoigne un peu. Ouais, t'as quand même 25 ans. T'es pas si vieux que ça. Là. Tu parles peut-être comme un gars de 40, là, mais t'es encore jeune. Ouais, non, je suis encore jeune, mais mon entrée sur le marché du travail et dans la vie d'adulte, ça va changer quelques petits trucs dans ma vie, c'est certain. Et deuxième photo, ici, petite chemise léopard. Donc, probablement que ça a été très populaire auprès de la gente féminine. Ouais, ça lookait, ça. J'aime ça, moi, la chemise léopard. J'avais l'air beaucoup trop heureux en plus sur cette photo-là, mais effectivement, la chemise léopard, je pense pas qu'elle existe encore, puis je pense pas que je la reporterai demain matin non plus, mais à cette époque-là, peut-être que c'était correct.
Tu sais pas si elle existe encore? Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu, puis ça fait longtemps que je ne l'ai pas mis. Ça serait une petite terrasse l'été, là. Ah oui. Mais si je la retrouve, je peux vous la prêter, par exemple. Ben, si ta blonde la trouve, elle pourra peut-être faire un coussin pour le salon avec ça. Ou... ouais, là, c'est à savoir si je veux ça dans mon salon, c'est peut-être pas mieux, par exemple. C'était mes deux seules photos. C'est quand même une petite pointe humoristique. Mais... J'ai fait un bon ménage hier. Ouais, t'as fait un bon ménage, mais très clean, mais quand même peut-être deux faux pas, Jean le dit, on pourrait dire. Mais c'était dans tes années colorées, on va dire. C'est ça, dans le temps que j'étais fringant. C'est bon. Dave, est-ce qu'on va avec les petites questions à rafale? Bientôt, moi, il y avait quelque chose que je voulais qu'on voit avec toi parce que j'aime ça, les anecdotes de hockey en tant que tel, parler là, de ce qui s'est passé et tout ça. Fait que je voulais savoir là, si tu peux nous raconter, parce que dans ta carrière junior, je pense que s'il y a quelque chose qui ressort pour moi, c'est la série que vous aviez jouée là, contre les Foreurs de Val-d'Or quand tu étais avec les Tigres de Victoriaville. Une série que vous avez gagnée, fait un comeback quand vous perdiez 3-2, gagné en 7 games en overtime. Fait que si tu peux nous raconter un petit peu là, cette série-là, puis comment tu l'as vécu, parce que c'est sûr que je fais des suppositions, mais ça risque d'être un des plus beaux, sinon ton plus beau souvenir, là, si on veut, de série là, au hockey junior, parce que c'était quand même, là, ça avait l'air quand même de toute une série entre vos deux équipes là, que vous avez sorti gagnant. Ouais, c'était de super belles séries. Puis, l'année juste avant ça, on s'était quand même rendu en demi-finale là, de la Ligue. C'était notre grosse année là, à Victo. On était allé chercher plusieurs gros joueurs, dont Vitaly Abramov. On avait une grosse équipe cette année-là. On avait perdu contre Batters, qui avait ultimement là, gagné la Coupe cette année-là, puis la Coupe Mémoriale également. L'année suivante, on tombait avec une équipe, là, il y a plusieurs gros noms qui sont partis. Il y a eu plusieurs changements au sein de l'équipe. Fait que là, notamment, le leadership group a changé. Donc, à ce moment-là, je tombais un des vieux, alors que l'année d'avant, je faisais partie des plus jeunes. Puis de pouvoir contribuer là, davantage à ces séries-là. Puis effectivement, là, contre Val-d'Or, en 7 notamment, mais en prolongation à la maison. C'est Olivier Mathieu qui joue à Rivière-du-Loup, qui avait scoré ce goal-là avec une passe de Simon Lafrance. Je me rappelle de la séquence encore, effectivement. Là. Donc, pour que je me rappelle de la séquence, là, il a fallu que ce soit un moment marquant de ma carrière, mais effectivement, c'était tout que des séries, puis ça reste à ce jour un beau souvenir. T'étais sur le banc ou sur la glace pendant ce but-là? J'étais sur le banc, malheureusement. C'est le genre de moment que tu souhaites être sur la glace, là, mais non, c'est... à moins que je me trompe, c'était Vincent Sévigny qui était sur la glace, puis je pense qu'il a récolté la deuxième passe là-dessus. Ça sera à vérifier, là, mais c'était son pairing qui était sur la glace. C'est comment, justement, c'est rare qu'on a la chance de faire ça dans une carrière, mais justement, là, un but en overtime de sortir sur la glace, puis lâcher peut-être gant. C'est sûr que c'était pas la coupe, là, mais une victoire en overtime en série, habituellement, c'est quand même une grosse célébration quand on finit une série comme ça. Oui, exact. Le niveau d'énergie est à son maximum, là, surtout avec les partisans. En série, l'Arena, il n'y a pas un siège de libre. Puis, je ne sais pas si vous êtes déjà allé à Victo, mais c'est vraiment, moi, c'est probablement l'amphithéâtre là, qui est le mieux dessiné pour le junior. Là, ça a toujours l'air plein. La grosseur de la glace, tout est parfait là, pour avoir une équipe junior. C'était quelque chose de gagner devant nos fans en maison, match numéro 7. Puis, de vivre ça avec eux aussi. Là, ça aurait été différent de gagner ça à Val-d'Or, mais là, c'était un beau moment pour tout le monde. Jérôme Lévesque dans le chat qui demande c'est-tu là que la chirp game de Oli Mathieu s'est développée? Ouais, Oli Mathieu, il chirpait beaucoup trop tôt. Il a commencé probablement qu'il jette à chirper. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à jouer contre. Fait que déjà, à ce moment-là, c'était une petite peste. Avant ça, j'ai pas eu la chance de jouer contre, là, mais Oli Mathieu, effectivement, ça il a peut-être pris un peu de galon après ce match-là parce qu'effectivement, il n'a pas arrêté.
Je pense qu'on l'avait reçu. Quand on l'avait reçu, il nous avait dit que c'était un petit peu plus tard, par exemple. C'était pas dans ses années juniors. Junior, il était capable. Oh, ouais, il était capable. De mémoire, peut-être. J'ai des bons souvenirs de lui sur la glace qui chicane avec pas mal tout le monde. As-tu déjà fallu que tu ailles éteindre des feux qu'il avait allumés? J'ai pas de souvenir à cet effet-là. Je n'étais pas un gros éteigneur de feu, là, mais j'ai probablement été témoin de plusieurs de ces événements-là, oui. C'était comment être entraîné par Louis Robitaille? Oui, Louis, j'ai eu la chance de l'avoir mes 3 années à Victo. Puis, tu sais, encore à ce jour, j'ai une belle relation avec Louis. C'est quelqu'un que je respecte. Puis, tu sais, il a eu du succès comme joueur. Il a joué la game. Puis, il a joué une game un peu comme la mienne. J'étais beaucoup, beaucoup moins tough que Louis. On s'entend. Louis s'est battu longtemps au hockey, mais à tout événement, c'était un joueur robuste, un joueur défensif. Il n'était pas là pour la mettre dans le top là, à toutes les games. Puis il respectait beaucoup là, mon éthique de travail puis la façon là, que je me présentais soir après soir. Donc, il y avait comme un respect mutuel là, qu'on se vouait. Puis c'était une super belle expérience là, de pouvoir jouer pour lui pendant 3 ans. Puisqu'on parle des Tigres, en 2021, ils ont gagné la Coupe du Président l'année après que tu sois parti. Mais ils devaient quand même avoir un groupe de joueurs là, qui étaient encore là du temps que toi étais là. Je veux dire, il y a un peu de toi dans ce championnat-là. Ah, j'ose imaginer que j'ai laissé une bonne empreinte là, sur le groupe de gars qu'il y avait là. C'est sûr qu'il y a beaucoup de ces joueurs-là avec lesquels j'avais déjà joué 1, puis 2, puis 3 ans là, avant qu'ils gagnent la Coupe. Donc, s'ils ont pu tirer du positif dans leur expérience d'avoir joué avec moi et que ça ait porté fruit l'année suivante, tant mieux. Je me lancerai pas trop de fleurs à ce niveau-là quand même, là, mais non, j'étais content. J'étais vraiment, vraiment content pour eux. L'organisation en soi le méritait, là, que ce soit, on peut partir d'en haut, que ce soit le président Charles, avec les autres, le staff au complet, les thérapeutes, puis les joueurs avec qui j'ai eu la chance de jouer là, auparavant. L'organisation au complet le méritait. Puis d'ailleurs, c'était une victoire pour Carl Mallette en tant que coach après avoir gagné la Coupe en tant que joueur. C'était assez impressionnant de voir ça là, de l'extérieur. Puis j'étais vraiment très, 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 très content pour les joueurs. Tu avais une question, Dave, excuse, je t'ai coupé. On parlait de. Je voulais parler, c'est un petit peu en lien avec ton style de jeu, parce que je l'ai déjà entendu en parlant à d'autres joueurs, justement, que Jérôme Gravel, c'est le style de défenseur qui est fatigant à jouer contre, qui ne donne pas sa place physiquement, qui est solide. C'est quelque chose que, quand on parle de la Ligue nord-américaine, justement, tu parlais de Louis Robitaille, que lui était peut-être plus moulé pour la Ligue nord-américaine de 10-15 ans. Mais c'est quelque chose, connaissant ton style de jeu, justement, quand tu es arrivé dans la Ligue nord-américaine, que tu disais, Colin, va-tu falloir que des fois, je vais-tu me faire achaler si j'essaie de jouer ma game tough? Parce que dans le temps que tu étais jeune, je ne sais pas si tu veux les marquer, mais c'était quand même une équipe très tough dans le temps que tu étais jeune. Donc, je voulais savoir, est-ce que c'était quelque chose auquel tu pensais ou Bob Desjardins te rassurer par rapport à ça? Je n'avais pas nécessairement de crainte à ce niveau-là, considérant que la Ligue a changé beaucoup, beaucoup, là, comme tu dis, dans les dernières années. Puis, je parlais de ma game qui était tough. Je n'ai pas une game tough. Je frappe pas dangereusement. Je suis un gars, je vais compléter mes mises en échec, mais c'est rare que tu vas me voir faire une mise en échec en plein centre de la glace, puis partir avec la tête d'un gars, ou est-ce que là, nécessairement, tu n'as pas le choix de répondre de tes actes. Je vais jouer une game tough, je vais frapper sur le long des bandes, je vais bloquer des shots, je vais faire ce genre de petits détails-là qui me confèrent une game que je peux qualifier de tough, mais je serai jamais, je suis pas un joueur salaud. C'est sûr que j'ai peut-être par le passé, sans être comme Oli Mathieu qu'on parlait plus tôt, là, j'avais tendance à parler sur la glace, chose que je fais beaucoup moins dernièrement parce que je sais que là, ça peut avoir des conséquences, ce qui n'était pas le cas nécessairement avant. Puis là, d'ailleurs, cette année, je joue avec une cage à poules, là, donc j'en profite pas pour écœurer les autres sur la glace non plus. Là. Je sais très bien que ça me confère pas beaucoup de courage de faire ça avec une cage à poules. C'est quelque chose que tu te fais achaler un peu de fois de temps en temps?
Le commentaire se fait passer une fois de temps en temps, mais non, c'est surtout avec la job. Là, je peux malheureusement pas me permettre le lundi matin d'arriver avec un œil au beurre noir ou quoi que ce soit avec des clients ou devant un juge le lundi matin. Donc, pour ma pérennité au sein de cette ligue-là, j'ai pas eu le choix cette année là, de jouer avec ma cage à poules. L'an passé, ça m'est arrivé une fois j'étais à l'école du barreau, puis je rencontrais des clients. Là, à ce moment-là, on avait ce qu'on appelait la clinique pratique. Puis Phil Paradis m'avait fait une sauce dans l'œil, une passe soulevée là, pendant que je ramassais mon bâton à terre. Puis le lundi matin, j'étais arrivé à l'école du barreau avec mon œil au beurre noir. Puis j'ai eu des drôles de yeux de la part des superviseurs. Donc, je m'assure que ça ne réarrive pas dans ma pratique de tous les jours. T'as eu ta leçon. C'est arrivé une fois, puis heureusement, les conséquences n'étaient pas trop graves. Là. Manger ça sur le nez, puis avoir une coupe de pointure d'en face, c'est différent. Là, mais non, ma leçon est apprise, puis on prend plus cette chance-là à partir de cette année. Dave, est-ce que tu as tes petites questions en rafale? Yes. Habituellement, là, pour finir l'entrevue, je vois qu'il y a quelques petites questions en rafale. Vraiment pour juste apprendre à un peu mieux te connaître. Puis c'est la première chose là, qui te vient en tête, là, si tu peux répondre. Donc, tout d'abord, ton premier souvenir au hockey quand tu étais jeune, soit que ce soit avec un bâton de hockey ou avec patiner. Oui, rapidement comme ça. J'avais la chance, là, mes parents, on habite dans un village, là, donc les terrains derrière nos maisons sont relativement grands. Puis mon meilleur ami là, de toujours, on est voisins. Donc, nos parents faisaient une patinoire mitoyenne, là, donc la moitié de la patinoire chez nous, la moitié de la patinoire chez eux. Puis, les parents allaient chacun leur tour arroser la patinoire. Fait que très, très jeune, on est embarqué là-dessus, puis on patinait, puis on avait beaucoup de plaisir. Donc, c'est mon premier contact avec le hockey, c'est certain, puis c'est aussi très jeune, puis c'est des très beaux souvenirs. Ouais, ça doit, Colin. Sinon, numéro 4 avec les marquis, je ne sais pas si c'est un numéro fétiche, mais pourquoi tu portes le numéro 4 avec les marquis? Puis sinon, est-ce que tu as un numéro fétiche si ça ne serait pas le 4? Oui, c'est pas mal le 4. J'ai eu le 27 très jeune qui était ma date de fête. J'ai eu le 20 par la suite pour une raison que je ne peux expliquer, mais je l'ai eu 4 ans. Là. Après l'avoir eu 1 an, j'ai décidé de le prendre pendant 4 ans. Puis depuis que je joue midget 3, là, ça a toujours été le numéro 4. Mis à part à l'Université d'Ottawa, j'ai signé 2 semaines après le joueur qui a décidé de prendre le numéro 4. Puis encore à ce jour, je lui en veux un peu. C'était un running gag pendant 3 ans. Mais non, le numéro 4, la raison, c'est simplement que très jeune, mon père me dit que c'est un numéro de défenseur. Puis les défenseurs, ça a des petits numéros, puis ça n'a pas des gros numéros. Puis sa date de fête, c'est 1964. Là, il y avait peut-être ça aussi, mais ça a toujours été mon numéro de joueur de hockey. Puis là, la bonne nouvelle, c'est que je ne risque pas de jouer ailleurs qu'à Jonquière pour le reste de mes jours. Là, je ne risque pas de remonter dans la Ligue américaine l'année prochaine. Donc, il est acquis, puis je ne risque pas de me le faire voler. Donc, c'est une bonne chose. Bobby Orr, numéro 4. C'est classique. Ouais, on a juste un style de jeu différent. Sinon, c'était qui à l'Université d'Ottawa qu'on salue qui avait le numéro 4? Ouais, il ne voulait pas de Rolex, c'était un coéquipier là. J'avais pas le moyen d'y en payer. C'est Liam Markhauser, un gars de l'Ontario. Un gars d'Ottawa de la place qui maintenant joue professionnel en France. On le salue, là, mais de par son nom de famille, il y a de fortes chances qu'il ne nous écoute pas en ce moment. Ouais, il a joué à l'Université d'Ottawa. Il serait éligible pour venir nous rejoindre dans la Ligue. Oui, absolument. Puis, cette année, on a eu, j'ai été surpris de voir ça, mais Adam Sandstrom qui a rejoint, Tedford là, au milieu de la saison, qui vient de l'Alberta. Puis qui connaissait probablement rien de Tedford, s'est ramassé là cette année. Fait que tant mieux, on va peut-être voir Markhauser un jour dans la Ligue. Bon, sinon, ton idole au hockey? La réponse simple et efficace, c'est Sidney Crosby, là, qui est probablement de ma génération le meilleur joueur de tous les temps. Un leader incontesté. Là. Je pense que c'est difficile de ne pas l'avoir comme modèle quand on est né là, fin des années 90, début 2000. Là. C'est assurément Crosby. Puis le meilleur avec qui tu as joué? Le meilleur avec qui j'ai joué, je dirais, mettons,
dominance, là, au moment où est-ce que j'ai joué avec, c'est assurément Vitaly Abramov. Là, quand je jouais junior, je l'ai affronté, il était excessivement dangereux. J'ai joué avec, j'étais content de l'avoir un peu comme Max Saint-Cyr là, dans la Ligue nord-américaine. Mais la réponse rapide comme ça, je veux pas n'oublier un avec qui j'ai joué là, qui était excellent, là, mais ce serait ma réponse rapide. Super. Est-ce que tu as un athlète préféré en dehors du hockey? Tiger Woods. Je suis un fervent amateur de golf et c'est un peu comme Crosby, c'est difficile de ne pas aimer Tiger Woods quand on aime le golf. Super. Est-ce que tu as une routine d'avant-match ou des petites superstitions? Oui, je fais pas mal toujours les mêmes choses avant les matchs. J'écoute les 2 mêmes tunes avant d'arriver à l'aréna, puis je fais le même stretch à tous les jours, à tous les matchs, c'est-à-dire, puis je bois mes 3 bouteilles. Mais je suis pas, c'est rien de trop dangereux. Là. Il y en a qui sont très, très stricts là-dessus. Puis moi, c'est plus par habitude que par routine. Puis si demain matin, je l'oublie, ça n'affectera pas nécessairement mon match pour autant. Super. On peut savoir c'est quoi les 2 tunes ou ça reste le secret? Les autres peuvent l'essayer, je sais pas si ça va marcher, mais j'écoute Dreams and Nightmare de Meek Mill, puis j'écoute Guest List qui est comme une tune électronique. C'est les 2 dernières avant d'arriver à l'aréna à toutes les fois. Ah, c'est pas la tune des Eagles de Philadelphie, ça? Ouais. Dreams and Nightmare, c'est la tune des Eagles de Philadelphie, puis je suis un fan des Chiefs de Kansas City en plus, donc c'est un peu c'est ironique de dire ça, mais je fais ça depuis longtemps, puis on va continuer de le faire malheureusement. C'est bon. En tout cas, ils ont perdu cette année, mais tu as été gâté dans les dernières années, par exemple. Absolument. Puis à ma défense, avant que les gens me jugent, là, je suis un fan des Chiefs avant que les Chiefs soient les Chiefs. Là. Donc, en 2016-2017 dans ce coin-là, là, parce que c'est facile d'être un fan des Chiefs dans les dernières années, là, mais non, malgré que je n'ai pas vécu d'années de dur labeur, là, ça a toujours bien été, là, mais on était agréablement surpris et chanceux dans les dernières années. Ouais, tu peux dire que c'était Alex Smith qui était là quand tu as commencé. Absolument. Absolument. Exact. Comme les fans des Pats doivent se défendre. Que, non, moi, j'étais là dans le temps de Drew Bledsoe puis quand ça allait mal. Absolument. Bon. Les plus vieux peuvent dire Joe Montana aussi, par exemple. Ouais, pas rester longtemps avec. Ouais, puis sinon, quand j'étais jeune, c'était Priestone, la grosse vedette des Chiefs, en tout cas. Si on revient là au hockey, ton coéquipier le plus drôle chez les Marquis qui fait plus rire, disons? On en a quelques-uns. Rat est très, très drôle. Black est très, très drôle également. Là, donc, je les ai surnommés, là, mais Rattel et Blackburn sont très divertissants dans une chambre de hockey, je dirais. Bon, ton meilleur souvenir dans la Ligue nord-américaine jusqu'à présent, ce serait quoi? C'est une excellente question quand même. Ça commence, mon expérience dans la Ligue commence quand même là. Mon premier match à Jonquière, je pense que c'est facile de dire ça. Là. Ça faisait un bout que je n'avais pas joué. En plus, là, je revenais d'une grosse blessure. Ça faisait pratiquement 1 an que je n'avais pas joué au hockey. J'avais parents, amis, ma blonde était là. J'ai scoré en plus là, à mon premier match dans la Ligue. Donc, c'est un super de beaux souvenirs pour moi. Puis sinon, je dirais, on a gagné là, en série l'an dernier, là, la première ronde. Fait qu'à la date, c'est mon fait marquant en série. Là, on a gagné une ronde, on a perdu en 2e ronde. Mais ce serait ça, oui. Parfait. Puis ensuite de ça, ton repas préféré? Pour un gars de steak. Une bonne pièce de viande avec des patates et une coupe de légumes, là, on se trompe pas. Puis une poutine une fois de temps en temps, ça fait pas de tort non plus. Comment trouves-tu celle du Palais des Sports? L'as-tu déjà essayé? Ou? D'habitude, je suis sur la glace. Fait que je l'ai peut-être essayé dans mon enfance en allant voir les Marquis plus jeunes, mais ma mémoire n'est pas assez bonne pour me rappeler de ça. Ton film ou série télé préférée? Mon film préféré, je dirais, je suis un fan de Tarantino, Django. Django, que j'adore comme film. Série, revenons dans le passé un peu, pourquoi pas Suits, série que j'ai écoutée plusieurs fois, puis de façon plus concomitante un peu, Full Swing, là, la série de Netflix sur la PGA, j'écoutais ça juste avant qu'on rentre en ondes.
qui est excellente. Donc, je te dis, c'est mes 3 réponses. Super. Puis pour terminer, si tu pouvais voir un artiste en show, ça serait quoi? Qui? J'ai la chance d'aller voir Coldplay cette année pour la première fois de ma vie. Puis ça faisait partie de ma bucket list comme artiste à voir. Puis c'est Coldplay, puis ça va être fait dans les prochains mois. Super. Est-ce qu'ils viennent au Québec ou tu fais un voyage pour aller voir? On va le voir à l'extérieur, puis dans les circonstances, je peux pas dire trop fort où ce que c'est, là, mais c'est la seule place où est-ce qu'on a réussi à avoir des billets, donc j'ai ma défaite pour y aller, mais ce sera la seule fois de l'année. OK, bon, ben super. Ben là, je pense qu'on peut lire entre les lignes, mais d'après moi, ça s'est fait avant les dernières semaines. Absolument, oui, ça fait vraiment. La prévente était quelque part à l'automne, puis c'est assez difficile d'avoir des billets, donc à ma défense, j'en ai eu, puis c'était avant tout ça. C'est comprenable. Super. Fait que sinon, en terminant, ça clôt le petit questionnaire, mais en terminant, si tu avais un mot là, pour les fans des Marquis, dernier week-end de la saison, reste un match là, à la maison, un gros match contre les Pétroliers, une grosse rivalité vendredi, puis sinon les séries là, qui commencent la semaine suivante. Donc, si tu avais un mot à adresser là, aux fans des Marquis. Oui, ben, je pense qu'on a toutes les raisons du monde là, pour arriver confiant avec l'approche des séries. Ça va être le fun. On a hâte que ça commence. Là. Tout le monde est excité à l'approche de ça. J'espère que les fans aussi. J'espère qu'on va les voir. On est chanceux, par exemple. On a de loin là, la meilleure fanbase dans la ligue. Là. Les gens répondent présents année après année, soir après soir. J'ose espérer là, qu'ils seront présents en grand nombre en série. C'est toujours agréable là, pour nous de jouer là, devant une salle presque pleine. Donc, on se voit en série tout le monde. Il reste un petit match vendredi, là, mais après ça, la saison commence. Puis, on peut avoir confiance à Jonquière, c'est certain. Jérôme Gravel, merci de ta présence sur le podcast ce soir et on va te souhaiter une bonne fin de saison régulière et des bonnes séries. Bon, ben merci beaucoup, messieurs. C'est bien apprécié. Puis, au plaisir. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci. Bye-bye. Merci. Donc, Jérôme Gravel des Marquis de Jonquière, qui a été un super bon invité. Ça a été plaisant, Dave. Oui, je pense que quand tu m'as surpris quand tu as dit qu'il avait 25 ans, j'ai dit qu'il a l'air de ça fait juste 2 ans qu'il est dans la ligue. Non, mais il parle comme un vétéran de 10 ans. Mais je l'avais vu plus tôt en faisant mes recherches, mais quand que j'en ai parlé, au moment que j'en ai parlé, j'étais allé genre revoir une 2e fois pour être sûr. Ben, tu sais, c'est tout à son honneur, là, puis je pense que c'est comme l'attitude d'un bon général à la défensive, tu sais, d'être à son affaire, puis de justement, là, on lésine pas sur les détails, puis on est professionnel et tout. Je pense que c'est ce genre de joueur, justement, là, qui montre l'exemple là, dans une chambre de hockey. C'est le fun aussi de voir... on parle aussi que la Ligue nord-américaine permet à des joueurs d'étudier, mais d'effectuer aussi de pouvoir travailler dans leur domaine en même temps que jouer à du bon hockey. Mais on a reçu un avocat ce soir. Donc, ça fait quand même pas tous les jours qu'on reçoit un avocat d'entrevue. Ouais, mais ça fait quoi? 2 avocats en dedans de 2 mois, un mois et demi? Ouais. Avec Anthony Pagliarulo. Donc, c'est le fun de voir justement que la Ligue nord-américaine permet là, aux jeunes athlètes là, de pouvoir là, continuer dans la profession là, qui veulent exercer puis continuer de jouer au hockey là, à un haut niveau. Donc, en espérant là, que justement à 25 ans, en espérant que Jérôme Gravel ait une longue carrière remplie de succès là, avec les Marquis de Jonquière. Good. Donc, si on parle, Dave, peut-être des matchs là, du prochain week-end, le dernier week-end. Ben oui, dernier week-end. On se frotte les mains.
ça va donner l'eau à la bouche parce que ça n'est tout un dernier week-end. Des gros matchs, des grosses rivalités aussi. Fait que ça va être bon. On commence ça jeudi soir à Saint-Hyacinthe alors que l'Assurancia Thetford va jouer contre le Bataillon. On le sait, c'est quand même une rivalité qui s'est développée, ces deux équipes-là, là, cette saison. Du côté de Thetford et de Saint-Hyacinthe, on est encore au plus fort de la course. Si Saint-Hyacinthe gagne ce match-là, on tombe à un point de Thetford avec un match à jouer de chaque côté. Donc, rien ne serait joué pour le positionnement. Si on gagne du côté de Thetford, on s'assure l'avantage de la glace pour le premier tour des séries parce qu'on ne pourrait pas finir plus bas que 3e ou 4e. Fait que ça va être un gros match jeudi rempli d'enjeux. J'ai vu plusieurs joueurs là, et l'entraîneur-chef Dominique Lapensée là, de Saint-Hyacinthe justement là, faire des appels à tous là, sur les réseaux sociaux là, pour que la foule soit présente. On veut une grosse foule en ce jeudi soir là, pour le match le plus important de la saison là, à l'aube des séries. Ensuite de ça, vendredi, 3 matchs. On en a parlé avec Jérôme Gravel, les Pétroliers de Laval qui vont être à Jonquière pour affronter les Marquis. J'espère là, que la foule jonquiéroise sera présente là, dans les matchs où ce que Jonquière était à Laval. On a été toujours très un bon match. Exact. On était très nombreux là, à Laval là, pour ces matchs-là. Donc, en espérant que ce soit la même chose du côté de Jonquière. C'est encore là, c'est les Marquis. On ne veut pas finir 7e. On veut finir le plus haut possible au classement. C'est un match qu'il faut absolument gagner. Si on perd un autre 2 matchs ce week-end, officiellement, on finit 7e. Donc, un match très important pour les Marquis. Et même chose pour Laval. Si on veut avoir l'avantage de la glace, ça nous prend une victoire en fin de semaine. Ensuite de ça, au Colisée-Cardin, les 3L contre les Éperviers. Ça pourrait être les Éperviers qui ont encore une chance là, d'affronter les 3L en première ronde. Donc, mathématiquement, ça se peut. Donc, peut-être un avant-goût des séries. Si les Éperviers gagnent, c'est quelque chose qui se peut. Si les 3L gagnent, dans le fond, ils n'affronteront pas les Éperviers. On va finir entre 3 et 6. Donc, encore là, les enjeux qui sont toujours présents. Et un bon petit Saint-Georges-Thetford pour finir la saison à Thetford Mines. Donc, ça va être bon. J'espère que Danny Charette ne sera pas trop déchiré. Tiraillé entre les deux. Entre les deux équipes, mais ça Marjorie, va être bon. sa conjointe, avait répondu « Danny n'a pas perdu de pari, ne vous inquiétez pas. Il a toute sa tête. On a décidé de suivre Dylan Labbé tout simplement. » Donc, j'avais raison qu'il y avait du Dylan Labbé. Oui, donc Dylan Labbé qui va être à Thetford vendredi pour le match là, entre Saint-Georges et l'Assurancia. Donc, à suivre. C'est sûr que Saint-Georges, on est déjà assuré de finir premier. Donc, peut-être qu'on veut s'assurer justement de rentrer en série en santé. Mais du côté de Thetford, surtout dépendamment du match de jeudi, ça va être un match avec des gros enjeux, encore une fois. Fait que on se doit là, de gagner ce match-là. Fait que ça va être un bon match. Ensuite de ça, 2 matchs samedi. Le Bataillon de Saint-Hyacinthe qui sera à Québec. Le National de Québec qui va compléter sa saison à la maison face à l'autre équipe d'expansion. Donc, ça va être intéressant. Le National de Québec, première séquence de 3 victoires de suite de l'histoire de la concession. Donc, ça va bien par les temps qui courent. On parlait des joueurs qui sont rentrés dans l'alignement, mais les Francis Paré, Pierre-Cédric Labrie, même Yannick Lehoux qu'on a eu la semaine dernière, produisent là, quand même beaucoup. Puis on l'a vu aussi que ça donne, parce que j'étais au match là, de vendredi dernier sur être assis, ça donne vraiment une grosse dose de stabilité dans l'alignement. Ça donne la profondeur aussi. Un joueur comme Yannick Riendo, qui est le meilleur pointeur de l'équipe, peut se retrouver sur un 3e trio, puis vraiment là, ancrer ce 3e trio-là, puis avoir 3 bonnes lignes là, qui peuvent toutes contribuer. Je pense que ça fait une grosse différence. Également en défensive, rentrer un Michael Tam là, qui était là vendredi dernier à Sorel Tracy, ça paraît là, quand il est là. Donc, Québec là, qui vont vouloir poursuivre sur leur lancée. Et à Rivière-du-Loup, les Marquis qui vont terminer leur saison, tout comme les 3L à Rivière-du-Loup. Donc, un petit rappel là, de l'affrontement que les deux équipes avaient eu en série l'an dernier. Et dimanche, on termine avec 2 matchs en après-midi. Tout d'abord, à Laval, un petit Sorel-Laval pour terminer la saison. Donc, ça va être le fun aussi de voir si ce match-là va déterminer le classement parce qu'il y a des bonnes chances là, que ça ne soit pas encore décidé dimanche après-midi, le classement, et que
le résultat de Laval va peut-être tout décider là, de ça va être quoi les affrontements là, en série. Donc, ça va être un match à suivre. Encore une fois, la grosse rivalité Sorel-Laval. Et un match qui reste très intéressant à Saint-Georges dimanche. Un match qui veut rien dire, si on veut, au niveau du classement. Mais le Cool FM et le National qui sont assurés de s'affronter en série, ben, on termine la saison un contre l'autre. Fait que ça va peut-être être l'occasion de mettre la table, si on veut, là, pour la série qui va commencer la semaine suivante. Donc, ça va être quand même très intéressant à suivre ce match-là. Voir justement là, si on va préparer le tout comme il faut entre les deux équipes. Fait que ça va être. Mettre la table pour une série qui va avoir de l'émotion. Je me rappelle, la raison pourquoi je dis ça, c'est en 2018, je me rappelle, le dernier match de la saison, Sorel était assuré de finir premier, Trois-Rivières était assuré de finir dernier. C'était un match vraiment anodin, disons, en tant que fan, on était comme, c'est le dernier match de la saison, ça va être comme sûrement tranquille, puis ça avait été un match qui était quasiment parti en fort. Là. Les deux équipes voulaient s'arracher la tête. Je dis, tabarnouche, ça va être fun comme série, ça. Je ne dis pas que c'est ça qui va arriver dimanche, mais c'est ça dans le sens que moi, ça me fait penser... Quelques têtes arrachées. Ouais, non, mais ça me fait penser à cette situation-là où on ne sait jamais, qu'est-ce qui peut arriver. On le sait qu'on va s'affronter en série. Fait que peut-être que justement, là, on veut montrer, surtout pour une équipe comme Québec, on veut montrer à Saint-Georges que hey, vous en allez en avoir pour votre argent là, en première ronde. Fait que ça va être à suivre dimanche à Saint-Georges. Ouais, chacune des équipes aussi veut rentrer avec un momentum dans les séries. Donc, finir la saison du bon pied pour partir la saison, l'autre saison ensuite du bon pied. Exact, c'est sûr. Donc, aussi, si jamais, ça dépend des matchs, mais est-ce que peut-être Anthony Verret ou un William Leblanc aurait une chance là, avec un gros match de 3-4 points dimanche là, de pouvoir se sauver avec le championnat des pointeurs? Ça aussi, ça pourrait être un petit élément. Contre toute attente au dernier match de la saison! Ben oui. Ça s'était décidé, c'était Brendan Hamlin qui a fini premier pointeur l'année passée, mais ça s'était décidé entre lui et son coéquipier, Joannette en plus, Maxime Saint-Cyr aussi qui était là-dedans. Ça s'était décidé au dernier match de la saison. Puis il y a 2 ans, le championnat des buteurs que Saint-Cyr avait fait un tour du chapeau à Rivière-du-Loup pour battre Bouvet-Morissette, puis Rattel avait fait un autre tour du chapeau le lendemain pour battre Saint-Cyr. C'était quand même quelque chose aussi. Ça se passe tout le temps de quoi, dernier week-end de la saison? Donc, soyez à l'écoute, que ce soit sur TV LNH ou bien dans un aréna près de chez vous. Mesdames et messieurs, sur ce, merci aux nombreuses personnes qui ont été là ce soir. Merci à Jérôme Gravel qui était très bon invité encore une fois. Merci Dave. Merci. La saison régulière se clôt. Mais pas la saison du podcast. On a encore plusieurs semaines et on va recevoir peut-être, là, qui sait, la semaine prochaine, un match-up. On va savoir on va savoir c'est quoi les match-ups, mais on reçoit souvent un entraîneur de chaque équipe. Là, puis c'est tout le temps des bons podcasts. Oui, c'est sûr. Puis, tu sais, peut-être aussi des petites prédictions, des choses comme ça aussi. C'est sûr que ça va être le fun la semaine prochaine. Là. On va falloir mettre la table là, pour les séries. On ne veut pas dire le mot de trop pour donner du gaz à l'autre équipe, là, mais au podcast, on veut quand même avoir un bon show, par contre. Donc, restez à l'écoute, mesdames et messieurs. Et sur ce, faites attention à vous au retour à la maison. Au revoir.